Bande passante, l'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Audrey Savournin. L'affaire remonte à l'été 2019. Jean Ligonnet, un Varois de 72 ans, disparaît à l'hôpital de la Conception à Marseille, où il était venu pour une séance de chimiothérapie. Il y est retrouvé une quinzaine de jours plus tard, dans un local désaffecté, son corps en état de putréfaction. Depuis, son fils attend des explications et des sanctions. Des experts ont été missionnés par la juge d'instruction et selon les informations de notre journaliste Romain Capdepont, il conclut à des manquements graves dans la prise en charge du patient. Manquements qui ont poussé le parquet à requérir le renvoi de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril. Comment un patient a-t-il pu disparaître et mourir à l'hôpital de la Conception ? C'est le thème de ce nouvel épisode de Bande passante. Romain Capdepont est donc journaliste à la Provence, à Marseille. Il est l'auteur d'une double page parue hier sur les avancées judiciaires de l'affaire Jean Ligonnet. Il avait suivi sa disparition en 2019. Ce dont je me souviens, c'est l'émotion très rapidement qu'on a ressentie sur place. Il y a eu vraiment un sentiment d'incompréhension. Personne n'osait y croire, en fait, que quelqu'un soit perdu dans un hôpital. Jean Ligonnet avait, quand on arrive sur place, nous, il avait disparu déjà depuis bien 3-4 heures, peut-être même 5. Et donc, on a tout de suite le sentiment que c'est quelque chose qui peut, en effet, tourner au drame. Parce que 3, 4, 5 heures, alors que tout le monde semble mobilisé, on se dit, il y a un souci. Soit il est sorti, et en effet, il est parti dans la ville et ça va être potentiellement long. Ça peut être très dangereux, sachant qu'on a appris très rapidement aussi un peu les contours de son profil, que c'était un homme un petit peu âgé, quand même 72 ans, surtout très désorienté. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui était vraiment très confus, qui avait aussi beaucoup de mal à marcher. Donc on imagine tout. On imagine tous les scénarios. Et c'est vraiment ce souvenir-là que j'ai de beaucoup de confusion. D'une APHM qui était à fond dans les recherches, en tout cas c'est ce qu'elle disait et ce qu'elle dit toujours d'ailleurs, et du coup on n'avait pas de retour de l'APHM, il n'y a pas eu de conférence de presse tout de suite. La famille de Jean Ligonnet qui est arrivée survoltée, à un moment donné il y avait même eu des craintes un peu d'émeute entre guillemets, même s'ils ont au final été très calmes et courtois au vu des circonstances, et d'autres l'auraient été beaucoup moins, et voilà, et surtout une famille très mobilisée mais qui cherchait un peu partout, tous azimuts. J'ai pas trouvé mon père, je suis resté jusqu'à 5h du matin, 5h30 avec ma femme. On a fouillé de partout, les souterrains, les sous-sols, les bois, pas les bois, les derrières, ça, tous les étages, les petits recoins. On a tout fouillé pour être sûr, à mes consciences, qu'on n'est pas passé à côté de mon père, qu'on n'est pas en train de le laisser mourir. C'est-à-dire qu'on n'avait pas d'indice sur savoir s'il était à l'intérieur, à l'extérieur, quand, comment, pourquoi. C'était un sentiment de confusion dont je me rappelle surtout de ce jour-là. Et d'agitation. Et beaucoup d'agitation. Ah oui, parce que c'était pas commun quand même, qu'un patient puisse se perdre dans un hôpital. C'est un truc qu'on avait du mal à imaginer tous. On se dit mais c'est pas possible, ils vont le retrouver, il doit être aux toilettes, il a dû rentrer dans une chambre de quelqu'un va alerter à un moment donné. Et puis les heures passaient. Moi le soir j'étais de permanence, je me rappelle. Et on n'avait aucune nouvelle. Et puis les jours passaient, et les Jean Ligonnet ne réapparaissaient pas. Et il est réapparu dans une pièce improbable, dans l'hôpital, 2 semaines après. Voilà. Et en fait, après, la vie suivant son cours, entre guillemets, et puis nous, une actualité chassant l'autre, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'était sorti de la tête, mais en tout cas, on pouvait pas s'y pencher tous les jours et faire que ça. Et puis, je sais plus, 14 ou 15 jours après, on apprend que, ça y est, ils l'ont trouvé. Et en fait, ils l'ont trouvé parce que des patients ont fini par alerter par une odeur absolument immonde, nauséabonde, qui avait envahi tout le haut de l'hôpital. Et c'est ce qui fait que, au final, les recherches se sont à nouveau concentrées sur ce 6e étage, qui était un étage désaffecté, qui aurait dû être verrouillé. Et puis au final, ils ont fini par trouver Jean Ligonnet, qui était dans une petite pièce, couché au sol, mort évidemment, en état de putréfaction, au pied d'un lavabo. Et alors là, ça a été la stupeur. L'embarras dans un hôpital marseillais. Le corps d'un patient vient d'être retrouvé 15 jours après sa disparition dans l'hôpital. À Marseille, un patient de l'hôpital de la Conception retrouvé mort dans un étage désaffecté. L'hôpital de la Conception à Marseille, sous le choc. L'hôpital qui n'a toujours pas de réponse. Et c'est surtout la famille de ce septuagénaire retrouvé mort 15 jours après sa disparition dans l'hôpital qui exige des réponses. Et Jean, d'ailleurs, qui est le fils de Jean Ligonnet, il se prénomme lui aussi Jean, le dit dans l'article qu'on vient de publier. Il dit, mais vous vous rendez compte qu'on a cherché dans la ville entière, on a fait des centaines de kilomètres, on n'a pas dormi pendant des nuits et des jours, et en fait il était juste là, et personne ne l'a vu.
Ce qui explique aussi toutes les questions qui se sont posées sur la surveillance de cet homme, mais aussi sur les recherches qui ont été menées au sein de l'hôpital. En fait, on a l'impression, cette histoire, c'est une succession de petits ratés, une espèce d'effet papillon qui a mené à ce drame absolument incompréhensible. Je pense qu'on n'a toujours pas bien compris comment tout ça a pu se mettre en branle et finir comme ça, mais en tout cas, il y a plein de petites en effet, erreurs qui sont pointées du doigt par les investigations, dont la Provence a eu vent, et c'est le cœur de la double page qu'on a fait paraître, parce que la justice a évidemment enquêté. C'est les enquêteurs de la Sûreté départementale de la sécurité publique à Marseille qui ont beaucoup travaillé sur cette histoire. Et la juge d'instruction, d'après nos informations, pointe un certain nombre de ratés. Elle aurait perdu mon père 30 secondes des yeux, les 2 infirmières. Et qu'est-ce qui s'est passé? Du moment où elle a perdu mon père, ça a été fini. Ils l'ont plus retrouvé. En fait, l'histoire, c'est que Jean Ligonnet arrive ce 19 août 2019 à l'hôpital de la Conception pour avoir une piqûre, comme c'était la 13e fois, une piqûre contre un cancer. Sauf que la dose de cette piqûre, ce jour-là, est en retard. Donc en fait, sa piqûre devait avoir lieu à 11h. Le docteur dit ça sera plutôt à 15h. Et le taxi qui habituellement l'a mené depuis sa maison de retraite de la Seine-sur-Mer à la Conception, le déposer, buvait un café et lui, attendit qu'il soit piqué et le ramener directement, ce jour-là, il avait d'autres courses à faire, donc il a dû partir de l'hôpital de la Conception en disant je reviendrai à 15h ou 15h30. Sauf qu'entre-temps, c'est là que la surveillance a commencé à se déliter petit à petit. Bon, il peut y avoir moult raisons. Sûrement que les agents avaient bien d'autres choses à faire, qu'il y avait d'autres patients à s'occuper, mais le fait est que cet homme était connu pour être désorienté, confus. On nous le dit, nous, de ce qui ressort des investigations, tout le monde savait. C'était quelqu'un qui avait ce goût, entre guillemets, de filer, quoi. Oui, c'était pas sa première fugue. Non, c'était pas sa première fugue. À la maison de retraite, déjà, dans le Var, il avait fugué 5 fois les derniers temps. On lui a servi un plateau repas, puis après on l'a assis en face d'un bureau d'une infirmière. Et puis les uns vaquant à leurs occupations, il a réussi à filer. D'après ce qu'on sait, il y a une infirmière qui a quand même confirmé qu'elle l'avait croisé vers 13h30 ou 13h45, en train oui, en effet, d'aller vers la sortie, mais bon, alors on ne sait pas trop si elle a prévenu, pas prévenu. Il y a encore pas mal de zones d'ombre qu'un procès, s'il y a procès, viendra éclairer. Mais le fait est surtout que la première erreur, c'est que Jean Ligonnet, visiblement, n'a pas bénéficié d'un bracelet d'identification, ce qui, d'après une source syndicaliste qui est citée dans notre article, aurait permis peut-être, on n'est jamais sûr de rien, qu'un professionnel de l'hôpital se dise « Ah tiens, il a un bracelet, ce monsieur n'a rien à faire là, il s'est peut-être égaré, il a l'air un peu confus, donc je vais le prendre et le ramener. » Voilà, peut-être que ça lui aurait sauvé la vie, on ne sait pas. En tout cas, c'est une première erreur. Ensuite, en effet, il y a, de ce qu'on comprend, un défaut de surveillance, clairement, et ce que pointent aussi les expertises, puisque la juge d'instruction a nommé des experts pour arriver à retisser ce scénario, et puis voir aussi au niveau technique, en termes de vidéosurveillance, au niveau des recherches, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment c'est possible que pendant 15 jours, ce monsieur ait été cherché, qu'il était 3 étages au-dessus, 4 étages au-dessus, et que personne n'a eu l'idée d'aller là-haut, et puis de le trouver, tout simplement, parce que on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il est mort, en fait. L'autopsie a eu beaucoup de mal n'a pas pu d'ailleurs déterminer les raisons de sa mort. La probabilité la plus forte, c'est qu'il soit mort de déshydratation, d'autant que son traitement anticancéreux pouvait accentuer encore cette déshydratation. Mais voilà, le fait est qu'entre le manque de bracelet, sans doute un manque de surveillance, puis après des recherches qui visiblement n'ont pas été aidés par la vidéosurveillance, puisque ça c'est un autre détail qu'on révèle dans notre article, c'est que en fait l'hôpital de la Conception, aussi fou que ça puisse paraître, il n'y a qu'une seule caméra à l'intérieur de l'hôpital, qui est au premier étage à côté de la direction. Et du coup, j'imagine que les agents de sécurité n'ont pas pu s'appuyer sur quelconques images qui auraient pu dire tiens, il est là, donc il est parti dehors, dedans. Et c'est un des gros reproches que nourrit la famille de Jean Ligonnet, c'est qu'en fait, s'il y avait eu plus de caméras, on aurait tout de suite su s'il était à l'intérieur ou à l'extérieur. Et le fait est que leurs recherches, à eux, se sont concentrées à 98% à l'extérieur, puisque la direction de l'hôpital, en gros, leur disait mais c'est pas possible, on a fait le tour de l'hôpital, il y est pas là. Donc voilà. Vous avez enlevé une vie. Tout ça par la négligence, que vous n'avez pas tout fouillé en me disant j'ai tout fouillé. Si elle me dit j'ai pas tout fouillé, moi j'aurais pris le culot le soir d'aller fouiller là où, je sais pas, j'aurais essayé. Mais si elle me dit j'ai tout fouillé, je vais pas m'amuser à casser toutes les portes de l'hôpital. Vous parliez de son état de santé désorienté.
L'AP-HM s'est défendu à plusieurs reprises en disant qu'ils n'étaient pas au courant. Alors ça, c'est un des points sur lesquels tous ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des cadres de santé ou des infirmières qui disent oui, tout le monde savait que c'était un monsieur confus, sénile, à l'ouest, certains ont dit à l'ouest. Et pendant les investigations, selon nos sources, le directeur de l'époque, lui, avait argumenté en disant que non, on n'avait pas conscience de ce niveau de désorientation. À l'EHPAD, il était passé en secteur fermé. Donc, cet argument de ne pas savoir, bon, à moins qu'il y ait eu vraiment, dans les tout derniers maillons, un problème de communication, ce qui serait aussi une erreur, il semble assez peu probable quand même. La PHM a cherché un peu à se justifier quand elle s'est retrouvée acculée par tous les médias, parce que finalement, ça a eu un retentissement considérable, cette affaire. Oui, ça a eu un retentissement dès le jour de la disparition, puisque évidemment, cette info a rapidement aussi... nous, sur la Provence, on l'a révélé ce jour-là, et donc tous les correspondants des médias nationaux sont venus. C'est une affaire qui a fait la une très fortement le jour même ou le lendemain, parce que, encore une fois, c'est pas possible, on peut pas se perdre à l'hôpital. Alors, dans la double page qu'on a fait paraître là lundi, l'actuel directeur de la PHM, François Crémieux, nous explique que c'est quelque chose qui arrive souvent, que ce soit en pédiatrie, que ce soit en gériatrie et que ce soit en psychiatrie. Mais lui explique qu'il y a énormément de formations, que c'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont une grosse attention, et que ce jour-là, la direction de l'époque assurait qu'ils avaient tout mis en œuvre, et qu'en gros, c'est pas ce qu'ils disaient, mais c'est ce qu'on comprenait un peu en seconde lecture, que c'est un peu la faute à pas de chance, parce que en gros, c'était pas possible de passer à travers, et pourtant. Et François Crémieux, l'actuel directeur, continue de dire, même si c'était pas lui qui était aux responsabilités à l'époque, que a priori vraiment tout avait été mis en œuvre. Alors là, aujourd'hui, l'instruction a priori, elle estime que pas du tout, puisque d'après nos sources, elle conclut par une phrase qui est quand même assez dure et assez éloquente, puisqu'elle explique que les manquements qui se sont succédés ont contribué de manière certaine, alors certes à titre non exclusif, au décès. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Tous ces petits manquements ont fait que Jean Ligonnet est mort. Que ce soit dans la prise en charge, dans le manque de surveillance, et puis dans les... Alors, la personne que j'ai eue moi au parquet, qui m'a confirmé que le parquet avait requis un procès, c'est-à-dire que le parquet veut renvoyer devant le tribunal correctionnel la PHM, donc les hôpitaux de Marseille, pour homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, parce que la personne explique tout simplement que les recherches ont été faites en dépit du bon sens. D'après les informations que vous avez pu recueillir, Romain, lors de votre enquête, comment a-t-il pu se retrouver là ? C'est une bonne question, et visiblement, même l'expert qui a tenté d'élucider ce mystère n'y est pas totalement arrivé, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas d'image de vidéosurveillance, donc on est incapable de tracer un vrai parcours qu'a fait Jean Ligonnet jusqu'à ce 6e étage. Mais lui, il émet 3 hypothèses. Donc la première qui serait qu'il est passé depuis le rez-de-chaussée, puis après par l'extrémité des unités de soins, à partir du 2e étage et jusqu'au 6e étage, ou alors par l'issue de secours du 7e. Enfin bon, c'est un truc rocambolesque, d'autant que ces portes sont en général dotées d'une alarme sonore, donc visiblement, soit elles n'ont pas marché, soit elles ont alerté personne, ce qui est un problème dans les deux cas, et surtout, cet étage, le 6e, a été désaffecté depuis 2014, donc depuis 5 ans, et il aurait dû être verrouillé. Et là où cette histoire prend un tour assez malheureux, c'est que visiblement Jean Ligonnet est rentré dans une salle dont la porte avait une poignée cassée et la fenêtre était ouverte. Il y a eu un courant d'air qui fait que la porte s'est claquée et qu'il a été en fait pris au piège. Le service fermé dans lequel le corps a été retrouvé avait été visité à plusieurs reprises dès la disparition de ce patient. À l'occasion de ces visites, aucun signe de sa présence n'avait été décelé. Et ce qui est fou, c'est que la PHM continue de dire que les recherches se sont portées sur cette pièce, que même des personnes qui étaient en charge des recherches ont tapé à la porte, ont regardé par le trou de la serrure, mais évidemment Jean Ligonnet, qui était sans doute très très affaibli et qui est surtout très déshydraté sans doute, et qu'en fait il a dû perdre connaissance très rapidement, tomber dans le coma très rapidement, et donc taper à la porte ou regarder dans le trou de la serrure, évidemment, ça n'a pas été suffisant. Et c'est ce que dit le fils de Jean Ligonnet et le reste de sa famille, c'est que c'est insupportable. Ils disent, mais c'est pas possible, comment des dizaines et des dizaines de personnes peuvent avoir cherché et avoir juste tapé à la porte. Il suffisait d'un coup d'épaule pour casser cette porte et puis être sûr. Et peut-être que il aurait pu être sauvé in extremis. Peut-être pas, mais en tout cas, les recherches auraient été réduites à moins de jours et la famille en aurait moins souffert.
Ce fils d'ailleurs qui dit, je crois, il faut qu'il paie, c'est ça, dans votre article ? Oui, là, 4 ans après, 3 ans et demi après cette disparition, j'ai eu, avant la parution, Jean Ligonnet, pour lui expliquer ce qu'on allait tout simplement publier, que le parquet allait demander un procès. Bon, très honnêtement, c'était pas une surprise. Il y avait, depuis le début, on savait que ça finirait comme ça, mais pour lui, c'était quand même, et pour sa famille, c'était quand même une avancée. On n'oubliait pas son père, moi, c'est ce qu'il m'a dit, mais quand même, je suis heureux de voir qu'on l'oublie pas. Et oui, lui, il dit, moi j'espère qu'ils vont prendre cher, ce sont ses mots. Et il m'a dit, moi j'attends pas d'argent, je veux juste que ça ne se reproduise jamais, qu'aucune autre famille n'ait à vivre cette chose horrible. D'autant que lui, il avait été choqué, parce que c'est ce qu'il avait dit en tout cas à l'époque du drame, c'est que le jour même ou le lendemain, la directrice adjointe de l'époque avait commencé à lui parler d'indemnisation. Enfin, c'était... très indélicat, voire indécent. Et lui, ça c'est quelque chose qui l'avait vraiment marqué. Enfin, c'était un truc qui l'avait vraiment traumatisé. Est-ce qu'on sait quand pourrait se tenir le procès ? Non. Là, c'est le parquet qui a requis, donc au vu des éléments accumulés pendant l'instruction, qui a requis donc un procès contre la PHM. Maintenant, c'est la juge d'instruction qui va devoir confirmer si en effet il y a bien un renvoi devant le tribunal correctionnel de Marseille. Dans la plupart des cas, c'est le cas. Donc la PHM sera sans doute jugée pour ce drame. Et c'est possible que ce soit un procès qui arrive dans 1 an ou 2 dans ces eaux-là. Ça va être intéressant à suivre parce que la PHM continue de dire en fait que voilà, tout a été fait, tout a été mis en œuvre pour rechercher Jean Ligonnet. Et ça paraît compliqué de ne pas les croire, parce que bon, pour eux, c'est évidemment une catastrophe en termes de réputation et en termes d'image. Et à l'inverse, la famille dit non, si vous aviez bien cherché, vous l'auriez trouvé, tout simplement. Enfin, c'est assez basique. Donc ça va être intéressant. Il y aura peut-être encore des zones d'ombre qui seront éclaircies au cours de ce procès. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Merci à Romain Capdepont d'être passé par Bande Passante. Son article est toujours disponible sur laprovence.com, comme nos anciens podcasts. Bande Passante, évidemment, mais aussi la spéciale, consacrée au joueur de l'OM Dimitri Payet, ou le documentaire Enfants de Taular. Vous pouvez aussi les retrouver sur les principales plateformes, comme Apple, Deezer ou Spotify.